Alors déjà, bonsoir et merci infiniment à Marion et Caroline d'être parmi nous. C'est un plaisir de vous avoir. Beaucoup de monde a aimé votre livre et notamment ici où ça a été un sacré coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Donc merci, merci déjà à tout le monde et merci à Marion et Caroline une fois de plus. Est-ce qu'on peut déjà commencer par Marion, par le parcours, votre parcours personnel? Et votre manière d'arriver à l'écriture? On sait que vous avez été éducatrice en foyer également, jeune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu déjà votre parcours de vie? Oui, 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 bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé à écrire toute petite, vraiment enfant. Et c'était un peu un rêve d'être écrivain un jour. Mais bah, comme beaucoup de gens, on m'a dit c'est super, continue, mais qu'est-ce que tu veux faire comme vrai métier? Donc, j'ai fait des études de lettres, puisque c'était quand même ce qui m'intéressait le plus, les livres et tout ce qui était autour des livres. Et par la suite, j'avais cette envie donc d'être éducatrice spécialisée qui me taraudait quand même pas mal. Donc j'ai pris ce virage-là. J'ai été pendant une petite quinzaine d'années éducatrice spécialisée dans pas mal de secteurs différents, mais j'ai jamais arrêté d'écrire. Donc il y a eu des périodes où j'écrivais plus ou moins. De temps en temps, à peu près tous les 10 ans, j'envoyais un manuscrit. Donc les premiers n'ont pas du tout été retenus et aujourd'hui j'en suis assez contente parce que je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de travail. Et puis c'est en 2012 que j'ai envoyé le premier jet de Frangine à un éditeur qui a tout de suite accroché. C'était dans une collection jeunes adultes, on va dire. Et je ne pensais pas au départ écrire pour la jeunesse et j'ai découvert cette collection qui allait bien au-delà de la jeunesse, qui à mon sens était vraiment une collection très ouverte. Et à partir de là, bah, voilà, ça ne s'est plus arrêté. J'entends plus personne. Pardon, Oui, c'est ça moi, y c'est est. moi, c'est moi, c'est moi. Ouais, oui, j'avais le micro coupé. Caroline, je ne sais plus si vous étiez l'éditrice de Marion sur l'été circulaire, mais Alors Marion est arrivée. Quand je suis arrivée, en fait, le texte de Marion était déjà pris chez Albin Michel et on a fini, il est sorti quand moi j'étais là. Et donc c'est moi qui ai suivi le texte avec Marion sur toute la vie de ce texte-là. Et puis après on a fait Vanda ensemble, où là j'étais éditrice de Marion sur Vanda. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez déjà si l'une d'entre vous peut nous pitcher le livre Vanda en l'occurrence? Vas-y, ça c'est toi. Tiens, je te laisse c'est ton faire. job. Ce sera bien meilleur. On peut faire une comparaison des deux aussi. Bah, je pense qu'on dirait plus ou moins la même chose, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit, enfin jeune, bah, pas si jeune non plus, mais voilà, on va dire d'une jeune femme qui vit seule avec son petit garçon de 6 ans, Noé. C'est une jeune femme qui est dans une forme de galère sans être dans la misère. Hein. Elle a du mal à joindre les deux bouts. Elle est à la limite de la marginalité. Et elle vit dans un cabanon sur une plage avec cet enfant. Elle est femme de ménage dans un hôpital psychiatrique. Et dès les premières pages, en fait, on assiste au retour en ville de Simon, qui a été son mec un temps auparavant et qui se trouve être le père de Noé, mais il n'était pas au courant. Et il va le découvrir et il va se découvrir aussi une envie d'assumer une paternité dont il n'était pas conscient. Et ça va un petit peu faire basculer l'équilibre fragile dans lequel Vanda se maintient. Voilà. Tu t'ajouterais quelque chose, Caro? Non, c'est exactement ça. Et enfin, pour moi, c'est l'arrivée de Simon, c'est on va dire la poussière qui se met dans le rouage et qui d'un seul coup va entraîner Vanda dans un certain nombre de choses. Et puis les choses vont se mélanger aussi avec ce qu'elle vit par ailleurs au niveau social, au niveau de sa vie, et en fait, ça va être le déclencheur on va dire, pas d'une chute parce que c'est pas ça, mais en tout cas d'un déséquilibre. Et elle qui avait tout construit et qui tenait toutes les choses pour moi tant qu'elle le pouvait,
Et là, à ce moment-là, il y a ça qui arrive et elle se met à plus vraiment pouvoir contrôler. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure, il me semble. Je valide. Si tu n'es pas d'accord, Marion. Oui, oui, tout à fait. Sandra, vas-y, si tu veux rebondir. Oui, bonsoir Caroline et Marion. Je voulais poser une question à Caroline. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous a plu dans le travail autour de Vanda, qu'est-ce qui vous a plu finalement dans l'accompagnement de ce roman, véritablement? Dans le travail avec Marion? Avec Marion, on travaille assez simplement. En fait, moi, elle a terminé son texte, elle me l'a envoyé. Et puis après, c'est moi, je suis que on va dire, je suis que le miroir. Et en général, je lui dis voilà, on avance. Elle peut avoir des questions, et qui permet à Marion, elle, d'avancer. Enfin bon, en général, quand je dis un truc, elle le sait déjà et elle n'a pas besoin de moi. Mais je pense que je fais cet effet miroir, en fait, qui permet à l'auteur d'affiner des choses dans le texte ou de les développer ou d'en retirer. Voilà. Mais il me semble, je ne sais pas comment toi, Marion, tu as vécu ça de ton côté, mais c'est vraiment un dialogue, en fait. Ouais, mais je trouve que c'est très juste quand Caroline parle d'effet miroir. C'est-à-dire que souvent, je me rends compte que ce qu'elle va c'est à ça qu'on se dit qu'on est avec un éditeur avec lequel on est bien, c'est que ce qu'elle me renvoie en général, effectivement, ce sont des choses que je pressentais, que je n'avais pas forcément complètement réalisées ou peut-être pas voulu voir, mais c'est des petites choses où elle va avoir un œil extérieur et me permettre de débloquer certaines choses sur le texte. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce dont elle ne parle pas, c'est son enthousiasme. Ça, c'est très porteur quand même. C'est-à-dire que quand à la lecture du texte, tu me renvoies que c'est super, que ça fonctionne super bien, que les auteurs, on a vachement besoin aussi d'être rassurés. Et l'éditeur, c'est aussi le premier lecteur qui va nous rassurer sur la validité d'un texte, sur l'intérêt d'un texte. Donc ça joue quand même. Oui, puis en fait, quand j'ai reçu, quand Marion me l'a envoyé, comme forcément, comme tout nouveau texte d'un auteur qui arrive, on a toujours un petit moment où on est un peu comme ça, en se disant j'espère que j'ai autant aimé que le précédent. Et quand j'ai eu Vanda, c'était absolu, je ne me suis pas posé de questions. Il y avait des ajustements que Marion a fait par la suite, mais on était vraiment dans l'ordre de l'ajustement. Le texte était là, les personnages étaient campés, l'histoire, et ce que ça voulait en dire, et tout était déjà là en fait. Au moins, je n'ai pas servi à grand-chose en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le texte était là. Ton texte, il était déjà à 90% là, et après, c'est des ajustements, des choses que tu as affinées, sur lesquelles tu es revenu, mais tes personnages, tu les avais déjà. Oui, il y avait la voix que tu cherchais un peu au départ, mais c'était une grande partie de ce que vous pouvez lire aujourd'hui était déjà présente dans la version que j'ai eue, la toute première. C'est une grande preuve d'humilité, Caroline, que vous faites là. Pourquoi ? Parce qu'en principe, un éditeur cherche davantage à mettre son travail en valeur. Donc, c'est beau, je trouve ça original et plutôt beau. Non, mais moi, mon travail, en fait, non, mais c'est vrai, très sincèrement, quand je dis mon travail, c'est de faire effet miroir, c'est vraiment ça. Et après, ça passe une discussion, un échange. Après, voilà, on se comprend bien avec Marion quand je lui dis ce que moi j'ai senti. On a un langage qui est commun aussi, on a une sensibilité commune, en fait. C'est ça aussi qui fait que je publie Marion, c'est qu'on a vraiment une sensibilité commune. Donc, quand je rencontre son texte, c'est des choses qui me parlent et je pense que je suis un peu moins… Enfin, voilà, je me trompe pas quand je pose certaines questions à Marion de choses où elle n'a pas été, où elle a voulu aller, voilà, ou quand mais c'est tout. Moi, mon rôle, il est à permettre à l'auteur d'aller au bout, en fait. Mais c'est tout. Et j'ajouterais aussi que moi, je pense que j'ai plutôt tendance à moins en écrire que trop. Il y a des auteurs, ils en écrivent beaucoup et l'éditeur, son travail va être un peu de trier, d'élaguer tout ça. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plus à l'os. Et puis, Caroline va plus me dire, bon, là, tu peux en dire un peu plus ou développer encore un petit peu. Donc, c'est aussi des suggestions. Et donc, oui, au final, c'est moi qui… voilà, ça vient de moi. Mais il y a le petit coup de…
le petit truc qui vient dire moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur tel personnage ou creuse un peu plus cette situation parce qu'en tant que lecteur on a envie d'en savoir plus ou de sentir que tu prennes le temps de décrire telle ou telle chose. Et ça s'est ressenti notamment dans l'absence de dialogue, quasiment, ou très peu de dialogue. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou vous avez tendance… C'est marrant, j'aurais pas du tout décrit mon bouquin comme avec une absence de dialogue. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de dialogue. Ouais, Des moi dialogues aussi, écrits. il y en a pas mal dans Ouais. ce Pas semblant de l'avoir lu, Ouais. Anthony, hein. Ouais. Comment? Je ne fais pas semblant de l'avoir lu, ça ne te ressemble pas. Il a juste fait comme ça, il a vu qu'il n'y avait pas trop de petits traits. Je trouve que les dialogues écrits, en tout cas, sont pas si nombreux et que vous avez tendance plutôt à aller vite dans les situations et justement à pas faire d'emphase, quoi, d'essayer de pas en faire des tonnes et d'aller droit au but très souvent. Alors, le fait d'aller assez droit au but, oui, mais par contre, sur l'absence de dialogue, là, je le regarde, je ne suis pas complètement d'accord quand même. D'accord. Moi non plus. Alors, peut-être qu'il y en a un peu moins que dans le précédent, mais j'en suis pas certaine. Non, tu vois, j'ai le précédent dans les mains. Ouais. Je pense qu'on… Alors, peut-être que ce qui peut faire cet effet-là, c'est que j'utilise, c'est une sorte de narrateur extérieur, mais en même temps en focalisation interne. Donc, c'est une voix. Donc, quand les chapitres sont axés sur Vanda, on entend presque dans l'écriture la voix de Vanda. Donc, presque peut-être comme si c'était un discours intérieur. Pas exactement, mais voilà, c'est ça. Voilà. Et quand c'est Simon, on est un petit peu plus dans une façon de penser, même dans la langue, qui serait plus celle de Simon que celle de Vanda. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression-là, mais je pense quand même qu'il y a des dialogues. Ok. Je vais le relire du coup. Il y a quand même, Anthony, il y a quand même des vraies confrontations entre les personnages, notamment entre Vanda et Simon. Enfin, il y a des confrontations verbales. Oui. Tu as coupé le micro. Ouais. Mais oui, tu as raison. Hein, oui, il y a des confrontations verbales, mais j'ai trouvé que c'était si bien mené qu'au final, les dialogues n'étaient pas aussi présents en fait. Mais je peux me tromper. Hein. Et je me trompe sûrement parce que l'éditrice et l'écrivain me contredisent. Donc, je me trompe. Taëlle, tu avais une question? Oui, bonsoir. Moi, la question, c'était plutôt par rapport à au personnage de Vanda, à sa conscience de ce qui va se passer. Et je voulais savoir si c'était inspiré de personnes autour de vous ou de votre propre expérience. Enfin, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ressortir ça c'est l'impression que l'arrivée de Simon va provoquer une espèce de tsunami. Est-ce que c'est inspiré de faits réels? Enfin, voilà, ça m'intéresse de savoir comment est venue l'idée. Non, alors non, c'est pas inspiré de faits réels. Enfin, en fait, moi, quand j'écris, j'utilise des éléments du réel, de mes expériences, des gens que j'ai rencontrés, même d'émotions personnelles. Mais en revanche, je fais vraiment de la fiction. Et, mais qui se nourrit d'observations, de tout un tas de choses. Donc, ça sort pas de nulle part, évidemment. Là, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous parlez de ce moment où elle verbalise le fait qu'elle sent que ça va mal tourner. C'est ça? Exactement. Alors là, je pense que ce que je souhaitais en décrivant ça, c'est que son anxiété prenne de la place et crée aussi une tension pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur se rende compte que voilà, ça ne va pas juste être l'histoire de cette maman avec son enfant au bord de l'eau, mais qu'il va se passer quelque chose. Donc, je me sers aussi là du personnage pour venir mettre une tension dans le lecteur, pour lui dire attention, là, ça va mal tourner. Et puis parce que je pense que c'est un personnage qui est ultra sensible. J'ai développé les odeurs, mais je pense que elle a un petit côté animal, cette femme, quand elle renifle les odeurs, quand elle sent son fils, quand elle est dans des choses très d'émotions ressenties.
Et du coup, son anxiété, pour moi, parlait bien de ça. Elle n'a pas vraiment conscience de ce qui va se passer, mais elle sent qu'il y a un truc qui commence à dérailler, et sans qu'elle puisse vraiment mettre des mots dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Alors, excusez-moi, j'ai juste une autre question, c'est qu'il y a des petites choses qui s'affichent, là, c'est l'aspect technique. Oui, et du coup, si je clique dessus, ça se déroule, c'est ça? Si quelqu'un peut m'expliquer. Qu'est-ce qui déroule? Oui, c'est la conversation peut-être. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs messages qui se sont ouverts dans Oui. une espèce de chat parallèle. C'est ça. Voilà. Excusez-moi, on disait du mal de vous d'ailleurs. Je sais très très mal manier ces choses-là, et en plus, si je commence à les lire, j'écouterai plus. Donc, je vais avoir du mal à faire les deux en même temps. Non, il faut pas. On arrête de parler. Non, vous pouvez. C'est juste que peut-être moi, je vais louper des choses de ce qui est écrit. C'est ça que je voulais dire. C'est pas. Écrit apparaît à l'écran dans l'enregistrement? Comment? Ce qui est écrit, qu'on voit apparaître non. une virgule, c'est off. C'est off, oui. Léna? Heureusement, voilà. On est très indisciplinés. Bonsoir, j'avais une question justement, on parlait d'écriture à l'os, sur votre style, la façon dont vous avez travaillé cette langue qui est à la fois brute, crue, et qui permet de rentrer dans la conscience pleine des personnages. Comment vous avez fait pour travailler cette langue-là? C'est compliqué. Je crois que moi, ce que j'aime bien ce qui m'intéresse, c'est de créer comment dire, quelque chose qui se cogne dans la langue, qui serait entre justement quelque chose de la crudité, d'une crudité même contemporaine, avec par exemple même des mots, des mots vulgaires, on va dire, et une forme de poésie. Et de quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus poétique et de beaucoup plus écrit, et de faire se rencontrer ces deux formes-là. Et peut-être c'est ça que j'essaye de faire en écrivant. Est-ce que là, peut-être Caroline, toi qui as un regard plus extérieur, tu analyses ça peut-être mieux? En fait, moi, je crois que il me semble que quand tu écris tes personnages, quand tu les incarnes, tu les juges pas. Et tu leur donnes à chacun leur propre émotion, leur propre travers, et c'est des personnages assez entiers, mais que on sent pas d'auteur derrière, le narrateur ne juge à aucun moment. Vanda, on peut, en fonction de la lecture qu'on en a, elle peut être condamnée par certains, elle peut être adorée par d'autres. Simon, c'est pareil. Et je crois qu'en fait, tu n'as pas de jugement sur tes personnages. Tu les laisses, ils évoluent avec ce qu'ils sont dans un certain environnement, mais tu ne poses pas de regard définitif sur l'un comme sur l'autre. Et je pense que ça donne beaucoup de… Ça permet d'avoir une dimension très forte. Ça renforce cette sensibilité, je pense, qui est très prégnante dans Vanda, que les gens ressentent. Il y a une émotion sur chacun des personnages qui traverse des émotions. On a des émotions très différentes en fonction de la lecture, en fonction des moments et des lecteurs, bien entendu. Et ça, je crois que c'est vraiment lié à ce jugement que tu ne portes pas sur eux. Oui, mais là, la question qui était posée, qui est autour de la langue et de qu'est-ce qui fait la singularité du style, en fait. Ouais. Je crois que c'est à cause de l'absence de dialogue, mais non, je plaisante. Oui, je pense aussi. Non, mais en même temps, le fait que tu as une langue qui est très concise, qui est assez précise, tu pars pas dans des descriptions et donc tu es très proche. C'est une langue qui est assez proche de l'émotion de chacun, je trouve. Oui, donc c'est plus une voix qu'une. Ouais. Oui. Et donc ton style en fait est en adéquation avec ça. T'es pas dans des phrases fleuves, t'es pas dans des paragraphes qui n'en finissent pas. Il y a quelque chose de très efficace dans ton écriture, de très sec, c'est pas le mot parce que justement c'est pas ça. Épuré. Mais comment? Oui, peut-être. Épuré. Oui, voilà. Et il me semble que ça participe beaucoup en fait à l'émotion que ça confère
à ton écriture, au personnage, à ce que tu racontes. Et il y a une absence de manichéisme qui est forte. Et également aux thématiques en fait, que tu développes d'ailleurs. Aux Comment et aux thématiques sous-jacentes qu'il y a derrière ça. Mais pour, par rapport à cette histoire de langue, je pense aussi, quand vous posiez la question de comment est-ce que je travaille ça, je n'ai pas forcément toujours conscience de le travailler, mais je sais que par exemple, j'essaie de, à chaque fois que j'ai l'impression de dire un truc un peu banal ou une expression toute faite, j'essaie de la contourner ou de trouver une autre forme. Je ne sais pas si j'y arrive à chaque fois, parce que des fois, quand on essaie à tout prix d'éviter les banalités, on finit par écrire des trucs illisibles, mais d'essayer tout de même de pas... En fait, vas-y. Pour t'avoir vu reprendre le texte, et puis notamment jusqu'à la fin, c'est vrai que tu laisses pas beaucoup de mots au hasard. C'est-à-dire que tu questionnes chacun de tes mots et tel qu'ils se posent dans la phrase. Et quand on met un, tu fais très attention à ça. Tu es très précise dans ce que tu veux dire. Oui. Alors, je vous préviens juste, ça risque de couper dans pas longtemps. Il y a Clarine qui va poser sa question et comme ça permettra à Marion d'y réfléchir juste après la pause. Ma question n'est pas très, très compliquée, donc il n'y aura pas besoin de beaucoup de réflexion, je pense. Ça concerne justement aussi ce peu, mais qui n'est pas péjoratif, effectivement. Moi, je rejoins aussi Anthony sur le fait que je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dialogue, mais peut-être parce que ce n'est pas le dialogue qui compte quelque part et que l'émotion, elle est vraiment transposée dans d'autres choses. Et dans des phrases très courtes ou des paragraphes très courts, vous arrivez à mettre des émotions qui sont extrêmement fortes, sans vouloir spoiler. Je pense notamment à un cauchemar où elle se demande si elle doit mourir avant son fils ou après son fils. Et je me demandais comment est-ce que vous aviez fait, comment est-ce que vous aviez travaillé cette capacité d'empathie pour vous mettre vraiment dans l'esprit de tous les personnages, mais notamment de Vanda, qui est quand même assez complexe et très, très intense et très extrême. Est-ce que c'était venu de votre expérience professionnelle dans le milieu social? D'où est-ce que c'est venu cette capacité-là à exprimer aussi fort ce que Vandavie ressent? Alors, je pense que c'est ce que vous suggérez est vrai. Donc, effectivement, mon expérience professionnelle a joué dans mon écriture de toute façon, dans la création de mes personnages, dans le choix de mes histoires. Et que, en revanche, je pense qu'on a trop souvent tendance, que ce soit dans le social ou dans la psychiatrie, j'ai bossé dans plein de milieux différents, à dire, bon, en gros, il y a les gens qui ont des problèmes et les gens normaux. Or, je pense que la frontière, elle est extrêmement fragile et que, pour tout un tas de raisons, on peut se retrouver d'un côté ou de l'autre. Et du coup, je crois que ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas stigmatiser un personnage, mais au contraire, le tirer vers cet endroit de la limite, ce borderline, on va dire. Et en ce qui concerne Vanda, moi j'ai aussi utilisé mes propres émotions de mère en les tirant vers une forme de, en les rendant un peu plus fous que ce qu'ils sont, mais en allant, en poussant un petit peu, certaines émotions. L'exemple que vous donnez du rêve, par exemple, a pu être inspiré de certaines angoisses personnelles, effectivement, mais que j'ai complètement fictionné. Enfin, j'en ai fait une fiction, mais j'utilise aussi des choses qui me meuvent, et qui me meuvent et m'émeuvent. Voilà. Ça rend quelque chose, ça rend un livre qui est vraiment, j'ai pas fini, j'en suis à 51% de lecture. Merci Kobo. Mais c'est vraiment appréciable parce qu'effectivement, on ressent toutes les complexités des personnages et on ne les juge pas non plus, effectivement. Simon, comme Vanda, on n'arrive pas à avoir du pour ou du contre. On est assez neutre avec eux et on peut s'identifier assez facilement à l'un comme à l'autre aussi. Et c'est fait avec beaucoup de justesse et avec peu de mots. Donc, je trouve ça très, très fort. Bravo. Merci beaucoup. Parce qu'en plus, c'est vraiment ce que je cherche à faire, vraiment à créer une forme d'empathie, quel que soit le comportement finalement du personnage, et dans celui-là et dans le précédent aussi, ou même les
j'avais de l'attachement même pour les salauds de l'histoire, quoi. Voilà, c'est pour ceux qui, je sais pas ceux qui ont lu l'été circulaire, mais où là pour le coup il y a quand même des gars qui sont plus clairement, qui ont en tout cas qui font des actes assez hard et ou pour qui j'ai quand même de la tendresse. Et j'essaie voilà, d'être dans ce, enfin, voilà, dans ce que vous dites. Merci. Eva? Ouais, j'avais une question qui, je pense, complète la question de Clarine. Donc déjà, bonsoir à toutes les deux, Caroline et Marion. Marion, moi, je vous ai découvert avec l'été circulaire que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai lu Vanda justement pour cette rencontre et ça a été un véritable coup de cœur. J'ai trouvé que le personnage de Vanda était extrêmement bien incarné. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'être à ses côtés et on parlait tout à l'heure de votre écriture. Enfin, voilà, en donnant quelques qualificatifs, effectivement, je trouve que chaque fois, vous trouvez le mot juste et vous trouvez le bon équilibre pour décrire Vanda, les actions, les émotions, les sentiments, sans en faire trop. Enfin, c'est toujours vraiment pile poil ce qu'il faut et vraiment merci beaucoup pour ça. Ça a été un vrai bonheur de lecture. Et ma question, en fait, c'était pour écrire cette histoire et pour le personnage de Vanda, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a inspiré? Enfin, vous parliez tout à l'heure que vous avez travaillé dans le social et pour rejoindre ce que disait Clarine, mais est-ce que pour l'histoire en tant que telle, il y a quelque chose qui a fait tilt, je ne sais pas, un fait divers, quelque chose qu'on vous aurait raconté, une personne que vous auriez connue? Enfin, voilà, je voulais en savoir un petit peu plus sur votre inspiration. Je pense que j'ai été au départ, moi j'ai beaucoup travaillé en tant qu'éducatrice et même en tant qu'apprentie éducatrice quand j'ai eu à rendre des travaux, j'ai beaucoup réfléchi sur la maternité et les représentations de la maternité et aussi sous un angle j'ai pas mal eu de réflexions féministes autour de ce qu'on attend des femmes, ce qu'on attend des mères et les injonctions contradictoires de la société. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré dans mon travail en travaillant avec des femmes seules, des mères seules avec enfants, ou même en foyer, des enfants placés, mais tout le travail qui pouvait être fait auprès des parents et souvent des mères seules. Hein. Voilà, c'est quand même la grande majorité. Et ça fait longtemps que j'avais envie de travailler autour justement de ces histoires d'injonctions contradictoires où on dit à la fois aux femmes qu'il faut qu'elles soient toutes pour leur enfant et en même temps, quand elles le sont complètement, on dit elles le sont trop et elles sont nocives. Et c'est tout le temps cette espèce de… On n'est jamais… Enfin, les mères sont souvent renvoyées à… Elles ne sont pas au bon endroit. Elles ne font pas comme il faut. Voilà, elles sont ou trop ou pas assez. Et cet équilibre-là, il est extrêmement dur à trouver et on part du principe que tout le monde le trouve. Que toutes les femmes vont trouver le truc pour être les mamans parfaites. Et c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps et que je voulais vraiment traiter de cette question-là. Donc, un événement précis, non. Mais en revanche, une question qui est là, à laquelle je réfléchis depuis longtemps. Et je ne sais pas je crois pas qu'il y ait eu un élément déclencheur qui m'a donné envie d'écrire cette histoire. Je crois que ça s'est construit petit à petit dans ma tête. J'avais l'envie d'écrire l'histoire d'une mère qui soit un petit peu hors norme, en fait, qui soit pas comme on attend d'elle. Voilà. Et puis c'est à ce moment-là que c'est venu. Voilà. Jean-Marc? Bonsoir Marion et bonsoir Caroline. Alors moi je suis conquis, alors pas de la première heure, mais j'ai rattrapé mon retard depuis 100 fois ni doigt, et puis je suis revenu en arrière là, et voilà. J'ai adoré bien entendu Vanda, et je l'ai chroniqué à plusieurs reprises. J'avais eu la chance de participer à une rencontre d'ailleurs au moment de la sortie de 100 fois ni doigt. Je crois qu'on était 2-3. Je vous avais posé une question et je vais vous reposer exactement la même. Une rencontre publique? Oui, c'était chez Mabello, je m'en souviens. qui était très sympa et passionnante. Ouais.
Et je vous avais demandé, en fait, d'ailleurs, je l'ai mis un jour dans une chronique, je vous avais qualifié d'auteur surdoué, oui, puis d'auteur transgenre, et, au sens genre littéraire, et ça m'avait valu quelques commentaires. Effectivement, c'était malheureux, donc je l'avais retiré. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous passez, effectivement, quand on prend Frangine, L'été circulaire, Sans foi ni loi, et maintenant Vanda, vous traversez tous les genres. Je sais que vous complaisez, vous êtes à l'aise effectivement aussi bien dans le Jung, dans le western, alors je ne sais pas comment on peut qualifier Vanda. C'était un choix que vous assumiez. Est-ce que vous allez continuer comme ça à essayer d'être dans tous ces genres, ou est-ce que vous allez continuer un peu plus la trame de L'été circulaire et de Vanda, en sachant que même pour des libraires, j'imagine, ça doit être un peu compliqué de vous suivre. Et peut-être que le paradoxe, c'est que notamment Sans foi ni loi, que moi j'avais adoré, moi j'ai toujours trouvé qu'il n'avait pas eu l'audience qu'il aurait mérité. Voilà, c'est une question longue, mais les amis ont l'habitude. Et puis après, j'en ai à peu près 53 autres, mais je laisserai la place aux autres. Non, mais alors moi je suis tout à fait pour continuer. Le qualificatif de transgenre littéraire me choque pas du tout. J'aime beaucoup l'idée d'écrire dans des genres différents, et parce qu'en plus je crois quand même qu'il y a une vraie cohérence dans mes bouquins et dans mon écriture. Donc je pense que les libraires, par exemple, à part ceux qui sont encore très carrés sur l'adulte et la jeunesse, sinon ceux qui connaissent un peu mon boulot, ils font le lien, et je pense qu'on retrouve c'est au-delà des thèmes, mais des préoccupations de livre en livre, que ce soit en jeunesse ou en adulte. Vous parlez de Sans foi ni loi, il y a un lien évident pour moi entre Sans foi ni loi, que j'ai écrit juste avant Vanda, et Vanda. On est dans les deux sur la problématique maternelle. On a dans Vanda une mère justement qui est excessivement maternelle et présente, et on a dans Sans foi ni loi une mère qui refuse sa maternité. Donc c'est quand même des choses qui se rejoignent. Et finalement, le fait que ce soit du western, oui, là je me suis amusée sur un genre différent, mais pour moi ça ne vient pas. C'est pas profondément différent de tous les autres bouquins que j'ai lus. Donc je pense que j'espère que cette cohérence-là fait que je vais pouvoir continuer d'écrire des bouquins différents, mais avec un fil rouge qui fait que je pense que les lecteurs peuvent tout à fait se retrouver aussi bien dans Vanda que dans Sans foi ni loi, que dans le désordre. Voilà. Sauf que Sans foi ni loi paraît chez Pocket Jeunesse et qu'il n'est pas posé sur la même table avec la même visibilité, et ça peut nuire effectivement au public qui ne vous suit pas de près. Alors, oui, sauf qu'on a quand même affaire de plus en plus à des libraires malins qui défendent aussi ce passage entre la jeunesse et l'adulte, et qui proposent par exemple Sans foi ni loi sur les deux tables, table adulte et table jeunesse. Et qui vont volontiers le proposer à des adultes, ou même peut-être, j'espère, certains qui proposeront L'été circulaire à des grands ados, en tout cas qui commencent à un peu sérieusement faire le lien. Et il y a une chose qui est pas mal aussi, qui s'est passée avec mon dernier roman chez Sarbacane, qui est Dans le désordre, c'est qu'il est passé en poche. Il était donc en young adulte, en jeunesse, et il est passé en poche chez Point en adulte. Donc là, ça a permis du coup un nouveau lectorat d'adultes qui ne connaissaient pas forcément, qui n'auraient peut-être pas été dans un rayon jeunesse, et qui là ont pu le découvrir en adulte. Mais après, ça pose la question des cases, hein, on le sait. Mais il me semble, enfin en fait, c'est une problématique que tu as avec la jeunesse, mais en fait, on a exactement la même chose qui pourrait se passer, et il n'y a pas eu justement de problème entre par exemple, le polar, le noir, dans lequel au départ était L'été circulaire. Oui. Et finalement, L'été circulaire a été aussi bien défendu dans le noir que sur la littérature générale. Et comme dit Marion, comme pour la jeunesse, en fait, en ce moment, on est vraiment dans un décloisonnement des genres qui est plus marqué qu'avant, ce qui en littérature générale va toucher un peu toutes les frontières. Et Marion fait partie, je pense, de cette génération d'auteurs justement qui balaye tout ça. Et les libraires sont très sensibles, ils ont bien conscience de ça aujourd'hui. Et alors qu'il y a, je pense, encore quelques années de sortir un roman en noir et ensuite qui soit défendu pas sur des tables de noir et de faire le suivant, justement, pas en noir, alors que Marion avait eu le Grand Prix de la littérature policière, ça aurait été plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les libraires, et
et ça répond de la même manière au texte jeunesse, plutôt young adult, parce que sur les plus petits, c'est vraiment différencié. Mais sur les jeunes adultes, je pense qu'on est quand même dans un mouvement où il y a une plus grande ouverture que ce qu'elle a pu être il y a quelques années. Peut-être que Pierre Lemaitre a aussi désinhibé un peu tout le monde avec le Goncourt, en passant de la même chose, du polar et derrière du roman pur. En tout cas, pour ce qui est du noir et du polar et tout ça, effectivement, ça a peut-être ouvert, alors il y en a eu d'autres avant lui, hein, mais en tout cas, ça a permis que ce soit plus intelligible et que ce soit moins le noir, c'est le genre d'un côté, et puis et pour certains de la sous-littérature, c'était dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, c'était quand même encore le cas, ça tend à ne plus l'être, heureusement. Mais c'est comme Nicolas Mathieu qui sort un premier chez Actes Noir et qui finit par avoir le Goncourt. On est dans la même. Tout ça participe effectivement. C'est des choses qui n'étaient pas possibles. Il y a 10 ans, c'était pas possible de la même manière. La transition est toute trouvée entre Nicolas Mathieu et la future intervenante qui est Noémie. Je vois pas du tout pourquoi vous dites ça. C'est à toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Bon. Merci. Oui, alors merci pour cette transition rêvée entre l'œuvre de Marion et celle de Nicolas Mathieu que je vénère. Ça n'est une surprise pour personne. Moi, j'avais une question justement sur quelque chose qu'on sentait déjà aussi beaucoup dans ce qu'avait fait Yvan Jablonka il y a quelques années avec Laetitia et qu'on retrouve aussi chez Nicolas Mathieu. Moi, je l'avais senti chez vous avec l'été circulaire. L'idée que les personnages, finalement, sont guidés par une forme de destin, comme des personnages de tragédie, et qu'en fait, globalement, ça ne peut pas se terminer autrement pour eux que mal. Alors, je voudrais éviter de spoiler ni de raconter des choses qu'il ne faut pas dire à celles et ceux qui n'ont pas terminé, mais dans quelle mesure vos personnages obéissent-ils ou doivent-ils composer avec une forme de destin qui fait qu'ils n'échapperont jamais ou qu'ils ne sortiront jamais de ce plafond qui pèse sur eux, de cette chape qui pèse sur eux? Est-ce que c'est volontaire chez vous? Est-ce que ça répond à une forme de nécessité, de colère sociale pour se battre contre ces plafonds-là, ces chapes-là? Enfin, je m'embrouille peut-être un petit peu, mais voilà. Non, vous ne t'embrouillez pas du tout. Je trouve que la question elle est vaste, elle est complexe. Et du coup, ce n'est pas forcément évident d'y répondre. En plus, moi, je suis beaucoup moins nourrie de sociologie que Nicolas. Je suis beaucoup plus en prise avec justement peut-être la réalité sociale que j'ai pu vivre dans mon travail ou par mon engagement, des choses, alors que lui, il a vraiment un bagage de sociaux qui va l'aider à en parler quand on lui pose ce genre de questions. Je pense que la question du plafond de verre et de la tragédie, je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé dans mes bouquins assez tardivement, et je pense que c'est avec Dans le désordre, où quelqu'un a fait une critique de ce bouquin en le décrivant comme une tragédie grecque. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, peut-être parce que j'avais été nourrie par les tragédies grecques aussi, que j'ai adoré, il y avait quelque chose de cet ordre-là, les personnages vont vers un destin qui va de toute façon, il y a un moment où ça va mal se passer. À la différence que j'ai quand même l'impression, en tout cas pour ce qui est de l'été circulaire, que j'ai laissé une note d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne bougent pas, mais il y a quand même la possibilité je sais pas, je laisse une petite touche d'espoir. Je dis que tout n'est pas foutu, figé, parce que sinon, si on part de là, je sais pas, c'est moi qui m'embrouille, vous voyez, votre question est très non, bien, mais c'est moi qui m'embrouille. Oui, mais est-ce que... Pardon, allez-y. Est-ce que ça explique aussi, d'une certaine mesure la violence qui se traduit physiquement de la part des personnages masculins dans l'été circulaire, féminins avec Vanda? Oui, alors moi je pense que la violence, elle vient s'exprimer quand on n'a pas les mots. Et la plupart du temps, oui, c'est aussi une question d'univers, de milieu. Quand on n'a pas appris à dire les choses, on finit par envoyer des points. C'est une forme d'impuissance, la violence. Donc, elle vient aussi d'une situation subie, d'un écrasement. Quand on a un pied sur la figure et à un moment où on a, voilà, où
le mouvement pour se libérer, c'est de cogner, et c'est des personnages qui à un moment donné qui n'ont plus d'autres outils que de basculer dans la violence. Et c'est aussi en réponse à la violence sociale qu'ils se prennent quotidiennement. Quotidiennement, voilà, d'accord. Ouais. Et justement, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Très bien, merci. J'ai une petite question concernant la fin. Alors juste, déjà, je voulais vous dire, Marion, que j'ai beaucoup aimé votre livre, que j'ai lu en numérique, et vous êtes le premier livre que je lis en numérique. Donc, rien que pour ça, je vais me rappeler de votre livre pour longtemps. On remercie Claire, d'ailleurs. Et on remercie Claire au passage. Et je peux juste vous poser une question. Vous l'avez lu en numérique à cause du confinement ou par… Mais là, c'est parce que c'était dans le cadre de cette rencontre. Claire nous l'a envoyé Okay. cette semaine. Donc, je l'ai fini hier. Et est-ce que quand vous l'avez écrit, vous saviez comment il allait se terminer, ou c'est au fur et à mesure de l'écrit, du récit que vous avez écrit cette fin, imaginé cette fin? Ou une série Netflix. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question parce que j'ai hésité sur la fin. Je savais que ça allait se finir mal, ça c'était sûr. Mais j'ai eu un temps de réflexion. Non, j'ai pas su tout de suite. Peut-être Caroline s'en souvient mieux, mais je crois que j'ai longtemps hésité et entre autres, je ne savais pas lequel. Enfin, il faut pas spoiler. Non, parce c'est qu'il y a… On va surtout pas dire que. On va pas spoiler si tu continues le. On va surtout pas dire que Vanda a été enlevée par des extraterrestres à la fin du livre. On le dit surtout pas. Mais pour essayer de faire comprendre sans divulgacher pour les autres, j'avais aussi imaginé la solution inverse. D'accord. Et moi voilà. En fait, je n'ai pas eu, cette verse-ça. Ah non, mais c'était juste dans ma tête. Oui, non, mais et en fait, moi, quand je l'ai eu et qu'on en a parlé, en fait, c'est vrai que autant on a pu rediscuter de la fin pour X raisons, mais autant j'avais pas cette autre possibilité. Oui, ça a vraiment fait partie de mes prises de tête avant. Voilà. D'accord. Et en fait, c'était évident que c'était comme ça que ça avait plus de sens pour moi. Guitare ? Sinon, c'était plus le même livre, je pense. Ouais, tout à fait. Tu racontais pas la même histoire. Oui, bonjour. Alors, bonjour Marion, bonjour Caroline, bonjour à tous. Et donc, déjà, dans un premier temps, moi aussi, j'ai lu votre livre et une petite merveille. Merci beaucoup. Donc, c'était un pur plaisir J'ai été transportée par vos personnages, Vanda, Noé, Simon, enfin tous. Après, il y avait effectivement une réalité sociale qui se dégage. Et d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure. Je pense en fait aux manifs, aux gilets jaunes, au petit clin d'œil à l'histoire de Zineb Redouane. Et donc, je me demandais comment avez-vous eu l'idée, on va dire, d'introduire ces événements en fait qui créent polémique finalement. Est-ce que c'était une idée que vous aviez déjà avant même de commencer à écrire le livre, ou est-ce que je vous entends plus. Non, je vous entends plus. Non, ça a coupé. Elle s'est déconnectée. Alicia, du coup, le bonheur des uns fait le… C'est ça, l'opportunisme. Bonsoir à tous et merci d'être là, c'est passionnant. J'ai adoré ce roman, je l'ai dévoré en un jour et demi. J'ai deux questions. Vous m'entendez? J'ai perdu la connexion. Ah mince. Vas-y. Je vais du coup d'abord répondre à la première question. Ouais. Alors pour moi c'était une évidence que de toute façon moi le contexte social il fait de toute façon partie du roman, donc utiliser ce qui se joue à ce moment-là c'était évident. La violence policière c'est quelque chose qui me, enfin voilà, c'est pas anecdotique. Donc dans mon quotidien c'est quelque chose qui me préoccupe, donc et les manifs de gilets jaunes et la violence avec laquelle ils ont été réprimés pendant des semaines et des semaines, c'est quelque chose qui m'a de toute façon révoltée. Donc je voulais introduire ça, c'était assez évident pour moi que ce serait introduit, mais pas forcément sous le traitement même des gilets jaunes, parce que le mouvement lui-même je le connais assez mal. En revanche la répression elle était sous mes fenêtres, et Zineb Redouane par exemple, c'était une femme qui vivait à Marseille, donc ça s'est passé à 2 rues de chez moi. Je peux pas ne pas
je suis évidemment perméable au monde. Et alors là, encore plus, ça se passait, voilà, ça se passait en bas de mes fenêtres. Donc oui, ça a nourri mon texte. Et c'était une évidence et une urgence aussi de parler de ces choses-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'entends plus. Ça a bugué, j'ai l'impression. Ah, bon. Alicia, à toi. Oui, vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien, oui. Ok, alors j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi Marseille? Parce que je trouve les descriptions absolument dingues sur la ville, sur tous les sensations, les odeurs. Enfin, j'ai trouvé ça fou. Donc, c'était la première question. Et la deuxième va être certainement aussi un peu embrouillée, mais je vais essayer de la clarifier au mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes féministes qui sont soulevés, la sorcière, voilà, la nécessité d'avoir un enfant dans la société à travers le personnage de Chloé, enfin, beaucoup de questionnements féministes. Est-ce que quand même, il n'y a pas une team Vanda plus parce que ça a été une vraie discussion entre nous pendant la lecture, est-ce qu'il n'y a pas finalement quand même une team Vanda plus qu'une team Simon? Ah bah, moi, mon personnage, c'est Vanda. Enfin, le titre, c'est Vanda. Ça ne s'appelle pas Simon. Donc, bien sûr que moi, les problématiques de Vanda, ce sont au départ les premières qui m'intéressent. Après, Simon, il m'intéresse aussi dans le sens où je trouve que la problématique des hommes dans la parentalité, elle n'est pas forcément simple non plus. Et que je ne voulais pas non plus en faire juste un emmerdeur qui vient et qui veut récupérer son gamin et qui est odieux. Non, on peut aussi comprendre que découvrant ça, il ait envie de s'occuper de son gamin. C'est pas non plus. Donc ça m'intéressait de ne pas tomber justement dans une team, enfin dans un conflit où on se dirait voilà, elle fait tout comme il faut, elle est géniale, et puis elle a ce salaud qui vient la perturber. Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que dans la vraie vie, c'est jamais aussi simple que ça. Et donc je voulais aussi qu'on voit que Simon a aussi ses raisons à lui. Mais après, effectivement, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est beaucoup ce destin féminin et ces problématiques de féministes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et que vous retrouvez, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans mes autres bouquins aussi, dans Sans foi ni loi et dans d'autres. Et pour la première question, Marseille, pourquoi Marseille? Parce que je vis depuis 24 ans à Marseille et que c'est une ville que j'aime énormément. Excusez-moi, mon téléphone sonne, je l'éteins. C'est une ville que j'aime énormément, mais qui est complexe, que je trouve à la fois insupportable et fascinante, et que j'avais envie de parler de cette ville-là, peut-être autrement que dans les clichés qu'on peut lire sur Marseille. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de ne jamais la nommer. En fait, Marseille n'est nommée nulle part, sauf que effectivement, la plupart des lecteurs la reconnaissent. Mais voilà, je trouve que dès qu'on parle de Marseille, on voit tout de suite le pastis, l'OM, les galéjades et quelque chose d'un petit peu caricatural qui ne m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais montrer de la ville, et j'avais envie d'en faire un portrait un peu plus singulier, un peu plus voilà, qui sortent de cette image-là. En tout cas, c'est très réussi parce qu'on s'y retrouve vraiment plongé quand on a aimé y passer du temps. Enfin, moi, j'y suis allée en vacances, mais c'est tout bête, mais on le retrouve vraiment. Donc, ouais. Merci. Valérie? Mets ton micro, Valérie. Non. Excusez-moi. Bon. Je n'ai pas lu votre livre encore. J'ai lu une chronique qui a été faite par des lecteurs sur Instagram. Mais d'après ce que vous dites, de ce qui a été dit depuis le début, en fait, j'ai l'impression que le contrepoint, je vous découvre, hein, donc vous me direz ce que vous en pensez, si je suis juste. Je crois que le contrepoint de tout ce que vous écrivez, c'est vraiment une matière sociale. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous définissez comme un écrivain social, comme on pourrait dire que Ken Loach était un cinéaste social, ou bien est-ce que vous êtes
vous pouvez sortir de ça de façon délibérée et très facile parce que un jour vous aurez vraiment envie d'écrire autre chose, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est primal, qui est quelque chose, enfin qui est primordial pour vous? Alors, je pense que c'est important pour moi, oui, parce que la question sociale, la question des injustices, la question de c'est prégnant, c'est là, ça peut-être encore plus dans la période qu'on vit, que je trouve qu'il y a une période de plus en plus complexe et dure. Mais il m'est arrivé d'avoir des bouquins qui le sont peut-être un petit peu moins, quoique, je réfléchis, c'est pas sûr. Le prochain que je suis en train d'écrire est peut-être un peu moins sur des questions sociales. Mais je trouve ça difficile en fait parce que ouais, aide-moi Caro. En fait, c'est marrant cette réflexion parce que tout à l'heure, quand justement il y avait la question du lien ou pas entre tes différents, le fait que tu sois dans différents genres, et en fait, il me semble moi aussi que pour le moment, et après tu en feras ce que voilà, tu as des dizaines d'années d'écriture devant toi, donc tu verras après, mais en tout cas pour le moment quand même, je pense que la préoccupation sociale, un certain nombre de thématiques sociales sont sous-jacentes à tes romans. Oui, mais parce que pour moi, le social, c'est l'humain. Oui. Donc, comme je mets en scène des humains, forcément, il y a du social parce qu'on est dans la matière humaine. Oui, mais l'humain parce que tu conçois l'humain et ta vie, et j'imagine, et un certain nombre de choses, à travers aussi ces préoccupations-là, il me semble. Certains auteurs peuvent avoir une vision de l'humain qui va être essentiellement intimiste sur des ressorts affectifs, par exemple, mais qui vont être complètement déconnectés de la société. Ça ne va pas rentrer autant en ligne de compte. Il me semble que tes personnages, que ce soit Vanda, que ce soit l'été circulaire, Sans foi ni loi, il y a quelque chose derrière qui les porte, qui va être comment ils s'inscrivent à un moment donné, à un instant T dans la société dans laquelle ils sont. Et donc, oui. on ne peut pas les sortir de là. Ils font partie parce que c'est ta manière, il me semble, pour le moment en tout cas, de concevoir ce que tu as à dire en fait. Je pense aussi, en fait, je crois. Mais le prochain, c'est un huis clos sur un voilier. Et je pense que la question sociale est un petit peu plus en retrait. Mais c'est peut-être parce que c'est un huis clos, donc il y a quelque chose de... Bon, enfin, lié quand même un petit peu sur la question sociale. Pas non plus, mais peut-être un petit peu moins. Mais oui, je pense que c'est assez juste. Pour moi, l'humain s'inscrit dans un tout humain. Il n'est pas tout seul ou juste en binôme. Mais même la façon dont on ressent les émotions, je pense que c'est valable pour tout le monde, mais on ne gère pas de la même façon selon l'univers dans lequel on vit, la famille qu'on a, le job qu'on a, tout ça. Je pense que c'est plein de variables qui sont à prendre en compte pour plus de justesse, justement. Alors, je profite que personne n'ait encore levé la main. J'ai une question, une double question même, sur les titres. Les titres des chapitres, c'est surprenant, c'est rare en tout cas d'avoir des titres encore plus courts comme ça sur des chapitres. Et à mon sens, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci, hein, à mon sens, c'est une sorte de poème en fait. Si on les met bout à bout, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mélodie, de poésie qui marche. Je me suis peut-être trop avancé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même sur les titres cette mélodie qui parle. Non, mais enfin, je pense que là où vous vous trompez pas, c'est que j'ai mis un soin particulier au titre et que ce soit pas bon, déjà que c'est pas des numéros, c'est jamais des numéros, mais mes titres de chapitres et ça vient. J'essaie à chaque fois d'en tirer finalement le cœur. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est d'essayer par une petite phrase. Alors des fois, ça va être juste une petite phrase qu'on retrouve dans le chapitre ou un bout de phrase qu'on retrouve dans le chapitre, mais qui va être finalement le cœur du chapitre. Quelque chose. Et ça, c'est très original et c'est très bien fait. Merci. Et concernant le titre du livre, vous avez décidé dès le départ de l'appeler Vanda ou vous avez envisagé un autre titre que... Non, j'ai mis du temps avant de trouver le titre. Et ne serait-ce que parce qu'en fait, pendant une bonne partage, c'est vraiment, je vous donne les détails de cuisine. Hein.
Mais pendant longtemps, Vanda ne s'est pas appelée Vanda. Elle avait un autre prénom, mais ça n'allait pas. Je savais que ça. Je lui ai laissé ce prénom-là, le premier prénom, mais en sachant que ça collait pas, c'était pas assez, pas assez marquant. Et quand j'ai trouvé Vanda comme prénom, là, c'est devenu assez évident que ce serait le titre. Voilà. Ça fait partie des choses aussi dont on a discuté avec Caroline. Je me souviens plus s'il y avait il y avait un titre de départ, mais qui était... Il y avait Cabanon, il y avait des choses, mais qui n'étaient pas signifiantes en fait. Oui, qui étaient c'est des titres de travail, c'est-à-dire que je voulais effectivement que ce soit parce que j'ai un document, il faut qu'il ait un nom, donc je mets pas juste roman. Donc voilà, et je vois quelqu'un là qui a proposé Tanger. Et Tanger, je pense que ça avait pu me traverser parce que c'est comme une espèce de but voilà, c'est son rêve, son fantasme, c'est la ligne de fuite, Tanger, mais ça décalait trop. Ça aurait été réducteur, je pense. Voilà, ça réduisait à quelque chose, alors que quand on en avait parlé, on avait fini par se dire, ben oui, en fait, l'important dans cette histoire, c'est l'histoire de cette femme-là. Il y a Simon, il y a Noé, mais c'est elle le cœur. Et en plus, j'aime bien les titres courts, je crois. Après, peut-être j'aurai des moments où j'aimerais autre chose, mais je trouve que le titre court, il a quelque chose d'un peu percutant, d'un peu... Ça vous va à ravir. C'est parfait. Comment ? Ça vous va à ravir. Taëlle ? Oui, moi j'avais une question sur la place de la musique, parce que alors j'ai pas fini le livre, hein, mais au début il y a quand même cette ambiance musicale sur la page et je voulais savoir si ça tenait une place particulière dans votre vie à vous. Et est-ce que vous écoutiez de la musique quand vous écrivez? Alors, j'écris. Ouais, alors quand j'écris en vrai de vrai, je préfère le silence. Mais j'écoute beaucoup de musique. Et les références musicales sont rarement anodines dans mes bouquins. Déjà, j'en mets pas mal. Et je pense un petit peu comme des bandes-sons, ce qui me fait penser aussi que la première collection dans laquelle j'ai écrit 3 romans, donc chez Sarbacane, qui était la collection Exprime, chaque début de roman avait une bande-son. Et dans tous les romans de la collection. Et j'avais un peu pris cette habitude-là, et c'est quelque chose... puis ça m'allait bien, parce que je trouve qu'effectivement, c'est intéressant d'écrire des scènes où on imagine la musique dessus, mais aussi parce que quand j'écris, je vois vraiment des scènes un petit peu comme au cinéma. Je les vois en action, en fait. Et puis parce que ça parle énormément, la musique, ça dit beaucoup d'une époque, d'un milieu. Pareil, c'est voilà, selon les groupes qu'elle va écouter, hop, on identifie. Dans le début, je ne sais pas si vous avez lu L'été circulaire. Oui. Oui, il y a ce morceau-là de Gala qui passe en boucle et qui, je pense que qui a vécu les fêtes foraines de petits villages voit instantanément en entendant Freed from Desire, ça parle tout de suite, voilà, ça vient dire des choses et je trouve que et d'une époque et du lieu, de plein de choses, quoi. Donc là, ouais, quand elle écoute du vieux rock, c'est des titres que j'adore, hein, évidemment, j'ai pas mis des trucs. Oui, ça vient aussi parler et de sa génération et de ses goûts et de ses potes. Léna ? Oui. Vanda fait partie de ces héroïnes qui nous marquent, qui nous hantent. On a l'impression, une fois avoir refermé le livre, qu'elle est là toujours. Elle rôde dans la pièce et dans notre esprit. Alors, je voulais savoir déjà combien de temps avait duré l'écriture et la cohabitation aussi avec ce personnage, et si pour vous, auteur, c'était pas trop difficile finalement de laisser Vanda comme ça repartir. Quand on a vécu une relation aussi forte avec une héroïne, comment on vivait ce départ-là en fait? Alors, comment on vit ce départ-là? Eh ben, elle se met à vivre pour d'autres. Donc, en fait, elle a une deuxième vie, elle m'échappe, mais elle se met presque à avoir une existence sans moi, et ça, c'est assez magique.
parce que les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs sur le personnage, hein, mais il y a des lecteurs ou des lectrices qui ont eu du mal avec ce personnage, et c'est normal parce que c'est pas un personnage tout un bloc, c'est un personnage très ambivalent qui peut aussi créer du rejet, et c'est finalement là qu'elle se met vraiment à vivre en fait quand elle est plus avec moi. Donc c'est aussi très très positif. Et puis souvent, quand j'arrive à la fin d'un roman, il y en a d'autres qui commencent à s'agiter. D'autres personnages qui commencent à s'agiter et qui commencent à me tirer par la manche. Donc ça permet aussi de passer le cap, de les lâcher, quoi. Et sur la durée de l'écriture, ah oui, combien de temps a sur duré la durée. Alors ça, c'est vachement dur parce que on n'est pas, enfin moi en tout cas, je suis pas à mon bureau de telle heure à telle heure tous les jours pendant tant de temps. Donc évaluer le temps réel de travail, je suis incapable de le faire. Mais je dirais que bon, ce personnage, ça fait pas mal d'années qu'il est là, qu'il traîne, voilà. Et je dirais que peut-être entre le moment où j'ai commencé vraiment à conceptualiser, à construire, et le moment où le roman est fini, je dirais peut-être 1 an et demi, 2 ans, 1 an ou 2, je sais pas. Peut-être là, Caroline pourrait. Ouais, je dirais tu es plus proche de 1 an, 1 an et demi que 2 ans. Ouais. Parce que finalement, l'été circulaire n'est pas si vieux que ça. Donc, Vanda, tu l'avais quelque part, mais… Donc, on disait un an, plus d'1 an, 1 an et demi, c'est ça? Oui, moi, je dirais que les discussions qu'on a commencé à avoir où tu m'as dit, tiens, ça y est, c'est ça, c'était… Par rapport à la sortie, oui, il y a eu 1 an et demi, mais en fait, moi, une fois que tu l'as eu et que tu étais mis, ça a été assez rapide, en fait. Tu l'as fait vivre un certain temps, il me semble, avant de vraiment… donc, tu commençais, mais quand tu t'y es mis, il ne m'a pas semblé que ton temps d'écriture était si long que ça. Non, mais parce qu'en plus, elles se sont chevauchées avec Ab Stenson dans Sans foi ni loi. Ouais, parce que j'ai écrit Sans foi ni loi entre l'été circulaire et Vanda. Mais du coup, il y a eu une période où j'écrivais Sans foi ni loi, mais Vanda était déjà un peu là. Mais l'écriture, véritablement, tu as raison, ça a peut-être été moins long que ce que je pense. Ah ouais, non, moi je pense que ça a été même assez rapide en fait, hein, parce que quand tu as terminé Sans foi ni loi, tu avais un peu commencé Vanda, mais bon, tu l'avais quand même laissée, elle vivait, mais j'ai pas l'impression que tu l'avais vraiment mis sur le papier. Et après, en revanche, quand tu t'es mis dedans, ça a été assez rapide. Mais je me souviens que Vanda, en plus, ça fait partie de ces romans où je me suis mis des vrais coups de pied aux fesses pour travailler. Oui. Ouais, avec aujourd'hui, tu n'as pas le choix, tu écris tant de signes et tu lâches pas ton ordinateur tant que tu n'as pas écrit ton nombre de signes. Parce que des fois, il y a aussi de la discipline, il n'y a pas que du plaisir. Céline voilà. Oui, bonjour. Il y a un personnage dont on n'a pas encore trop parlé, c'est le petit Bulot, que j'ai trouvé juste complètement irrésistible et que si j'avais pu l'adopter, je pense que je le faisais sur le champ, tellement il est mignon. Et en plus, j'ai une fille d'à peu près son âge, donc forcément, pour la transposition, c'est parfait. Est-ce que vous avez pensé ou est-ce qu'on peut espérer, sans spoiler à nouveau la fin, mais peut-être retrouver Bulot dans une dizaine d'années quand il aura continuer son chemin et voir ce qu'il devient. Est-ce que vous avez pensé à faire une suite ou pas du tout? Littérairement, non. Non, j'écris plutôt des romans. Moi, voilà, avec un début, une fin. Je suis pas trop sur l'idée d'une suite. C'est marrant parce que j'avais peut-être réfléchi à l'idée d'une suite justement avec Sans foi ni loi. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, mais Sans foi ni loi, je m'étais posé la question, et aussi parce qu'il y a une enfant justement et je me disais, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant de revoir cet enfant, la fille de l'héroïne 10 ans plus tard. Et bon, pour l'instant, c'est resté en suspens parce que j'aime bien quand même et en plus, bon, il faut quand même être honnête, la fin étant quand même assez sombre. On peut imaginer. J'ai presque envie de dire que peut-être on va dire que la suite, je l'ai déjà écrit quand j'ai écrit en jeunesse, c'est une trilogie qui s'appelle L'ogre pulvère moutarde et qui se passe dans un foyer d'enfants. Donc, mais non, sinon c'est des one shots. J'écris plutôt des romans
Mais je pensais éventuellement à une suite beaucoup plus lointaine, quand Bulot, à son tour, pourra être adulte et envisager la paternité ou ce genre de… Alors, peut-être qu'en revanche, j'écrirai un jour un bouquin sur un personnage qui aurait eu ce type de vécu, mais peut-être pas forcément cet enfant-là. Voilà. Pour moi, Noé, là, ça s'arrête là, quoi. Jean-Marc, si. Oui, pardon. Non, elle n'est pas déçue. Non. Non, je vais l'adopter, c'est pas grave. Jean-Marc? J'avais posé la même question que Céline sur la suite, puisque sans spoiler la fin, je trouvais que la fin se prêtait vraiment pas à une suite, d'ailleurs à plusieurs pistes de suite, parce qu'il y avait plusieurs fils qui pouvaient être tirés. Mais j'ai bien noté qu'il y aurait peut-être une suite pour 100 fois Nivois, pourquoi pas un jour, ça pourra mûrir, tant mieux. En revanche, donc je rebondis sur une autre question au pied levé, pour ce que disait Alicia tout à l'heure, sur l'importance des villes et des lieux. C'était déjà le cas dans l'été circulaire, en fait, que le lieu est aussi captif, enferme, et que les héroïnes que vous décrivez dans tous les livres ont toujours besoin de s'échapper du lieu. Donc, ils jouent toujours un rôle très, très important, que ce soit Cavaillon, que ce soit le Far West, que ce soit là à Marseille. Et puis, il y a cette sorte il y a Tanger, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est un peu la métaphore de l'évasion. Moi, je me souvenais que Juppé, quand il était Premier ministre, il parlait de la tentation de Venise. Là, je trouve qu'il y a la tentation de Tanger, qui est un peu tout lâcher et partir, mais c'est pas aussi simple de le dire que de le faire. Est-ce que le lieu est un peu captif d'un côté ou libérateur selon la façon dont on le prend? Est-ce que c'est un peu ce que vous voulez faire passer? Oui, en plus, je pense que Tanger, c'est un fantasme plus qu'une réalité. C'est-à-dire qu'elle, ça s'est fixé dans son esprit parce qu'il y a eu un souvenir, un moment de bonheur vécu là-bas, et où elle imagine que là-bas, elle pourrait être heureuse. J'en suis pas sûre, j'en sais rien. Voilà, c'est plus de la projection. C'est un ailleurs mental qu'elle se crée. La question de la géographie et de l'importance des lieux, elle m'est vraiment venue avec l'été circulaire, puisque avant, j'avais à cœur justement que mes romans se passent dans des endroits qu'on ne puisse pas identifier, parce que je pensais que ça permettait une meilleure comment dire, identification. Enfin voilà, que ça rendait les choses plus. Je cherche le mot, mais je ne trouve plus mes mots. Enfin voilà, n'importe qui pouvait imaginer que ça se passe dans sa ville. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse, que ça pouvait être hyper intéressant de mettre en scène une géographie, et que ça n'empêchait absolument pas que d'autres gens dans d'autres villes s'y retrouvent, quoi. Voilà, qu'un petit bled comme Cavaillon, finalement, il avait sa particularité avec sa chaleur, ses paysans, ses piscines et ses petits loulous, mais que finalement, voilà, on parlait tout à l'heure de Nicolas Mathieu, dans l'Est, on a les mêmes bleds, et quand on s'est fait lire nos bouquins, on s'est dit, mais c'est fou, on a mis un 14 juillet, une fête foraine, enfin voilà, tout est… ça se ressemble, quoi. Il n'y a rien qui ressemble autant à un petit bled qu'un autre petit bled, et que ce soit dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud. Et voilà. Mais que finalement, du coup, c'était super intéressant de traiter de la géographie, parce que ça la rendait encore plus ouverte au lieu de la refermer. Enfin, pour le lecteur. Et qu'après, évidemment, c'est une géographie qui enferme, ça c'est encore autre chose. Parce qu'à chaque fois, l'objectif, c'est quand même de partir pour se réaliser, ou pour fuir quelque chose, ou pour changer de vie. Enfin, l'espoir est ailleurs, quoi. C'est un peu ce qui ressort de tous les livres. Et je pense que dans les situations où on se sent coincé, on peut avoir cette illusion-là, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une réalité, qu'ailleurs c'est mieux, mais en tout cas, on peut avoir cette tentation-là. Marine? Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Moi, j'avais une question sur la dimension politique plus que sociale du roman. Parce que vous disiez tout à l'heure que volontairement, vous n'aviez pas, par exemple, mentionné la ville de Marseille. Mais à contrario, on a vraiment le mouvement des Gilets jaunes qui est explicitement cité dans le roman. Et toute cette question sur les manifestations, les violences policières, on est vraiment inscrit dans une actualité politique, dans un contexte particulier qui suscite
débat et prise de parti à la télévision et dans ce qu'on entend dans les médias. Et je me demandais si s'il y avait une prise de parti politique avérée ou pas dans ce roman. Ben, j'ai envie de dire que c'est à vous de me le dire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on n'écrit pas les choses par hasard. Donc, on n'est pas obligé d'écrire un manifeste pour dire des choses. Le fait de mettre en scène les violences policières, pour moi, je dis déjà quelque chose. D'ailleurs, c'est une scène qui a pu m'être reprochée aussi par certains lecteurs, disant ah oui, mais quand même c'est un petit peu trop, c'est pas si violent, enfin, et qui ont identifié qu'il y avait un discours anti-policier dans cette scène-là. Moi, je raconte une scène et effectivement, je la raconte, et la façon dont je la raconte, on peut en tirer les conclusions qu'on souhaite en tirer. Il me semble que c'est une réalité que je décris et que c'est important aussi que ce soit su et vu et lu. Voilà. D'accord. Merci. J'étais assez claire. Oui. Clarine? Oui, je me permets une seconde question. Alors déjà pour dire, il y a beaucoup de questions embrouillées, donc celle-là je serai peut-être aussi, mais je pense que si on a tous des questions embrouillées, c'est bon signe, ça veut dire qu'on a tous les cerveaux un peu en ébullition et que voilà, ça pose beaucoup de questions et que cette entrevue aussi voilà, nous intéresse vraiment et chamboule un petit peu tout ce qu'on a dans nos petits cerveaux. Ma question n'est pas tout à fait liée au livre en lui-même, mais plutôt à votre vie actuelle. Est-ce que vous êtes exclusivement écrivain actuellement ou est-ce que vous continuez à travailler dans le milieu social parce que vous avez l'air d'avoir énormément de qualité dans ce domaine-là? Je suis très, très sensible. Mes parents sont assistants familiaux, donc je suis très sensible à votre discours et à votre empathie. Donc, le monde littéraire semble vous avoir gagné, mais est-ce que le milieu social vous a perdu? Oui, il m'a un peu perdue, mais pas tout à fait complètement. Enfin, je dirais que j'ai arrêté d'être éducatrice spécialisée depuis 2014. Mais en revanche, la plupart en tant qu'auteur, on a du mal à ne vivre que de nos droits d'auteur. Donc, je fais aussi pas mal de rencontres à côté. Donc, des rencontres publiques, mais aussi des rencontres scolaires. Dans plein d'endroits différents et y compris dans des... j'ai écrit, donc, comme je disais tout à l'heure, des bouquins pour plus jeunes, trois romans qui se passent en foyer et qui sont pour 8-12 ans. Donc j'ai fait aussi un bon paquet de rencontres dans tout un tas de quartiers, pas des plus favorisés, avec des enfants autour de ces romans-là. Donc c'est vrai que mon rôle n'est pas du tout le même parce que quand j'interviens en tant qu'auteur, c'est pas du tout comme quand je travaillais auprès des enfants en tant qu'éduc, mais ça me permet de garder le lien quand même, de pas être, je suis pas totalement déconnectée voilà. Vous pouvez continuer d'apporter votre sensibilité à ce milieu-là et c'est vraiment super important, je pense, parce qu'effectivement, vous avez énormément de qualités. Ce serait dommage de les ôter au milieu social qui pourrait en bénéficier. Après, je pense que le travail social, il est dur et il faut continuer de le faire tant qu'on peut, mais que quand on commence à saturer, c'est aussi le moment où il vaut mieux aller faire autre chose parce qu'après, on fait du mauvais boulot. Et je ne dis pas que je faisais du mauvais boulot, mais que par contre, je commençais à être en saturation et que je pense qu'on ne fait pas ce métier-là si on en a marre, en fait. Donc, c'était aussi pas mal que je puisse à ce moment-là développer l'écriture et être publiée parce que ça tombait pile poil. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que ça s'est fait à ce moment-là, mais donc voilà. Mais c'est un métier que j'ai adoré. Mais je suis assez contente là d'être en transition, une jolie transition. Bien, ouais. Merci beaucoup. Sandra? Oui, je vais d'abord profiter de l'opportunité de poser une question pour vous dire que au-delà du sujet de la maternité, de la complexité de la maternité qui m'a beaucoup évidemment émue, j'ai été très sensible aussi à tous les sujets secondaires dont on a déjà parlé au niveau politique, sociologique. Enfin voilà, j'ai trouvé que vous les racontiez très bien, l'hôpital psychiatrique, les patients, le personnel, voilà, les manifestations. J'ai trouvé que c'était superbement écrit et qu'on trouvait beaucoup d'émotions.
Bon, au-delà de ça, je voudrais revenir, comme Céline tout à l'heure l'a fait, sur le personnage de Noé, qui nous a évidemment, je pense, tous émus, ceux qui ont lu le livre. Bon, c'est un enfant, et en fait, ma question porte sur justement l'écriture de l'émotion d'un enfant, parce que c'est un enfant quand même particulier qui protège aussi beaucoup sa mère. Est-ce que le fait d'écrire à propos d'un enfant, des émotions d'un enfant, est-ce que ça apporte des résistances en tant qu'écrivain, plus que d'écrire sur un adulte, par exemple? Il y a des difficultés, je dirais, plus que des résistances. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose dont je me souviens bien. Quand j'ai commencé l'écriture, au tout début, j'avais envisagé qu'il y ait des passages qui soient plus dans la tête de Noé. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, j'ai un narrateur extérieur, mais en focalisation. Et j'avais commencé un chapitre avec une focalisation interne sur l'enfant, donc en étant vraiment plus dans la tête de l'enfant. Et on s'était dit, donc, avec mon éditrice, que c'était... Moi-même, j'étais pas sûre. Et elle m'a confirmé que ça décalait parce que ça me limitait énormément. Je passais par les émotions de l'enfant, donc avec ce qu'il est en capacité de comprendre et d'analyser, ce qui du coup limitait, parce qu'il n'a pas la même compréhension à 6 ans qu'un adulte. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, le mettre en scène avec sa mère était beaucoup plus parlant que de le faire parler lui-même, enfin que d'être dans sa tête. Et par ailleurs, je pense qu'effectivement, le fait qu'il protège sa mère, c'est la situation aussi qui crée ça. Et ça, c'est du constat aussi d'avoir travaillé avec des enfants qui avaient des parents en difficulté et qui du coup se mettent en position de protéger leurs parents parce que c'est insupportable de les sentir en fragilité. Et donc voilà, j'ai essayé de le mettre en scène, mais plus par rapport aux adultes qui sont autour de lui, plus que d'être directement dans sa tête. Ça, je l'ai plus fait quand je travaille en jeunesse, donc les 3 livres dont je parlais, où j'ai pu parler à la première personne du singulier avec la voix d'un petit garçon. Mais c'est autre chose, c'est vraiment un abord différent. Parce que finalement, l'émotion de Noé, elle n'est pas dite. Ce qui est dit, c'est ses petites mains qui s'accrochent, c'est le moment où il hésite quand il regarde sa mère, mais ça, c'est très extérieur. En fait, c'est juste, mais on n'est pas du tout dans son émotion, et c'est beaucoup plus fort, je pense, pour le ressenti. Et ça te permettait, en tout cas, vraiment d'ouvrir ton champ par rapport à… Alors que la voix de Noé le refermait énormément sur ton premier essai. C'est ça. Et c'est le fameux show don't tell, c'est-à-dire montre-le, mais ne le dis pas. Et on le saura, on le vivra bien plus fort si tu le montres plutôt que de le raconter. Et je pense que ça, c'était un bon choix. C'est très réussi, effectivement, sur ce plan-là. C'est vraiment très, très bien écrit, oui. Gita ? Oui, alors je reviens encore une fois à Tanger. Et donc, vous nous offrez un paysage magnifique de cette ville. Et donc, en fait, moi, ma question, c'est on entend plus parler de situations plutôt inverses, des personnes qui sont de l'autre côté et qui ont le rêve d'atteindre le sol français. Moi, j'ai trouvé l'idée magnifique, mais en même temps intrigante, parce que je me demande si c'est juste la raison géographique qui vous a poussé à choisir cette ville, ou est-ce que vous avez peut-être un lien avec cette ville et c'est plutôt votre choix en fait de la situation qui m'a un petit peu interpellée. Alors, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant aussi d'inverser cette envie d'aller, cette espèce de fantasme ce soit dans ce sens-là, alors que d'habitude, effectivement, on l'entend plutôt dans l'autre. Et alors que Tanger, c'est quand même une ville qui fait rêver, il y a de quoi rêver. Oui, moi je suis amoureuse de Tanger, j'ai complètement flashé sur cette ville. Je pense que dans la description que j'en fais, il y a aussi un petit mélange avec la ville de Mahdia en Tunisie, qui est une ville que j'ai beaucoup aimée aussi. Donc je pense par exemple quand je décris le port, le port de Tanger est très bétonné, alors que le port de Mahdia est encore très avec beaucoup de bateaux, avec les coques bleues, ce que je décris des coques bleues, tout ça, c'est peut-être plus
la Tunisie. Mais sinon, oui, Tanger, tout ce que je décris de la ville, c'est mon amour de la ville que j'ai découvert il y a quelques années et j'y retourne. Et d'ailleurs, en fait, pour être tout à fait juste, en ce moment même, je devrais y être, mais mes billets ont été annulés. Voilà. Peut-être bientôt, j'espère. Oui, on espère. Voilà. Mais en tout cas, c'est merveilleux et c'est réussi. On a l'impression d'être vraiment à Tanger. Et c'est une ville que vous connaissez? Oui, je suis d'origine marocaine, donc oui, je connais parfaitement. Alors, avant de passer aux questions supplémentaires qui sont encore nombreuses, est-ce qu'on peut faire un selfie entre guillemets virtuel avant que certains ne partent, si jamais? Donc, mettez-vous sur votre plus beau profil. Je le fais, hein, c'est moi qui le fais, Marion, pas d'inquiétude. Oui, d'accord. Je voyais dans le regard l'inquiétude. J'ai pas tout le monde, comment je vais voilà, le faire? C'est ça. Donc, 3, 2, 1. Ah, certaines qui se sont déconnectées au même moment. Ok, super. Et alors, on fait une petite pause, peut-être Marion, pour l'extrait que tu devais nous lire. Ah oui. Avant qu'on oublie. Et gardez bien vos questions au chaud. Le son est bon, ça va? On m'entend bien quand je parle comme ça? Ouais. C'est parfait, oui. Dans la lumière qui décline, le visage de Noé est orange, ses yeux dorés. Vanda s'assied derrière lui, l'enlace. Maintenant, elle voudrait qu'ils disparaissent, les autres. Même Jimmy, qui lui sourit avec l'air de dire qu'il resterait bien un peu plus longtemps. D'ailleurs, il s'approche, se penche vers elle. « Si tu veux, je vais acheter des pizzas. »« Non, on va rester tous les deux. C'est pas que je vous vire, mais Noé doit se coucher tôt et moi aussi, je suis crevée. » Jimmy a l'air déçu. Il joue avec le sable, en saisit des poignets et le laisse filer entre ses doigts. Recommence. « J'ai oublié de te dire que Simon est dans le coin. Je sais. Il voudrait te voir. Enfin, c'est ce qu'il a dit. On était bien bourrés. Il n'a pas changé, en fait. Et il n'a plus l'air de t'en vouloir. En même temps, il y a prescription. Pourquoi il m'en voudrait? Non, mais je sais pas, comme tu l'as quitté, tout ça. » Vanda relève la tête, fixe Jimmy. Elle est contrariée, anxieuse. Ça se voit à ses pupilles étrécies, sa ride du lion plus prononcée. Il y a son cou aussi, qui se dresse comme un cobra aristocratique. Et alors? Non, mais rien, laisse tomber. Je voulais juste te dire qu'il avait envie de te voir. Sa mère est morte, c'est pour ça qu'il est revenu. Appelle-le, je t'envoie son nouveau numéro. Quand les copains s'en vont, Vanda et Noé restent encore un moment plantés dans le sable comme les pattes des dinosaures. Ils regardent le soleil s'enfoncer dans l'eau. Vanda garde ses bras autour du gamin, bien serrés. Elle sent monter l'angoisse, une vague noire qui va fondre sur eux. Elle le sait, la venue de l'autre et son insistance à la revoir sont autant de signes. Ça vient pareil à un grain, la couleur du ciel qui change avant la tempête. Le corps de son fils la rassure, une réalité palpable, ce qu'elle a de meilleur. Eux deux, tout seuls. Rien que son fils et elle. Il n'y a que ça qui compte vraiment, au final. Son visage dans sa nuque, elle renifle son odeur comme une bête, se retient de le mordre. Je pourrais mourir pour toi. L'enfant se raidit, voudrait peut-être échapper à l'étreinte. Il y a quoi en face? Je te l'ai déjà dit. Si tu nages tout droit, c'est l'Algérie. Si tu dérives, le Maroc. On ira? Oui, mon grand, on ira. Voilà. Merci Marion. On enchaîne avec Alicia. Oui, alors je pense que ça rejoindra peut-être des questions sur vos inspirations. Moi, c'est une question assez précise sur l'oiseau qui intervient à un moment dans le récit, donc pas de spoil pour ceux qui l'ont pas lu. Mais est-ce que, pourquoi cette race particulière d'oiseau? Est-ce qu'on doit y voir une référence à Donatarte et son chardonneret? Non, mais moi j'ai adoré Le Maître des Illusions, par ailleurs, de Donatarte, mais j'ai été moins convaincue par le chardonneret. Voilà, que j'ai lu aussi, mais j'ai mis du temps à lire et que ça m'a moins emballé. Le chardonneret, non, en fait, je cherchais un oiseau qui soit rare à la vente, interdit à la vente, et qui soit pas non plus totalement hors de prix. Il me fallait un oiseau qu'elle ait envie d'offrir à son fils, illégalement, cher, mais pas au point qu'elle ait besoin de faire un braquage pour lui offrir, quoi. Donc là, je suis un petit peu allée me renseigner et j'ai regardé un petit peu les oiseaux qu'on pouvait trouver en contrebande. Et en effet, le chardonneret apparaissait assez rapidement. Et je trouve que c'est un très bel oiseau et le nom est très beau aussi, chardonneret. Donc c'est un peu tout ça qui m'a fait
m'a fait choisir cet oiseau-là. Voilà. Anaë? Oui, moi, c'est plutôt par rapport, on a beaucoup parlé de votre travail social, etc. Du coup, j'aurais voulu savoir comment l'inspiration vous venait par rapport à vos romans, parce que vous avez évoqué pourquoi pas des suites, pourquoi pas. Est-ce que vous avez déjà des idées de plein de choses que vous avez envie d'écrire? Comment ça se passe dans votre tête avant d'avoir une idée vraiment, avant d'écrire? Alors, souvent, j'ai une idée qui vient quand je suis à un certain stade d'un roman, dans l'écriture, il commence à poindre une nouvelle idée. Parfois, c'est même quelque chose que je ne traite pas dans un roman, mais où je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant. Un personnage secondaire où je me dis, tiens, ce profil-là, il pourrait devenir un personnage principal. Ce profil, pas forcément ce personnage, mais voilà, il y a quelque chose que je ne vais pas développer dans un premier roman, mais où je me dis, tiens, ça pourrait être creusé autrement et utilisé. Après, je pense qu'il y a tout un tas de vieilles idées que j'ai, des notes, des choses, et qui sont dormantes, on va dire, et puis qui soudain vont venir voilà, se cogner à autre chose, à quelque chose que je vois, quelque chose que j'entends, et les deux vont créer une histoire. Ça dépend à chaque fois. Parfois, souvent, ça naît d'une scène, en fait. Un roman, pas toujours, mais souvent, j'ai une scène qui vient, et autour de cette scène, je vais construire le roman. Parce que des fois, c'est la scène de départ, mais pas toujours. Des fois, ça peut être une scène de la fin ou une scène du milieu, mais ça se construit comme ça. Voilà. Là, par exemple, je suis en train d'en écrire un. Et j'ai déjà un projet, mais flou, mais dont j'ai déjà parlé à mon éditrice. J'ai déjà quand même une partie en tête pour un prochain avec elle. Et en parallèle, j'ai une idée, une vieille nouvelle que j'avais écrite où je me suis dit, tiens, mais cette nouvelle, faudrait la réécrire complètement différemment et tu pourrais la proposer à tel éditeur pour telle collection parce que l'éditeur m'a proposé et que je me dis, bah, tiens, ça. Donc voilà, c'est un mix de plein de choses. Je ne sais pas toujours des fois d'où ça vient, pour être tout à fait honnête. Mais comme j'ai du mal avec le côté, la mystique de l'écrivain qui a les muses derrière sa tête, j'essaie de vous trouver des réponses concrètes, mais je dois quand même avouer que des fois ça vient, je ne sais pas toujours pourquoi. Après, j'arrive à analyser, mais sur le coup, des fois ça vient un petit peu comme ça. Guitare, tu voulais intervenir? Oui, alors ma question, c'est plutôt par rapport à la publication de vos livres. J'ai vu que vous êtes passé par d'autres maisons d'édition pour vos précédents livres. Est-ce que c'est plus par rapport au catalogue ou est-ce qu'il y a d'autres raisons du changement de la maison d'édition? Et en fait, c'est que mes premiers romans sont en jeunesse. Oui. Alors, ils sont tout à fait lisibles par des adultes, mais il se trouve que c'est une collection young adulte. Et que j'avais aussi envie d'aller faire un tour en littérature adulte, même si je défends le fait que les adultes doivent aller lire de la jeunesse, mais je crois que j'avais envie d'essayer. Voilà. Au départ, c'était une rencontre avec l'éditrice que Caroline a remplacée et qui me disait depuis longtemps, allez, viens, on fait un bouquin, propose-moi quelque chose en adulte. Et du coup, ça m'a mis un petit coup une petite envie quand on est attendu ou qu'on a quelqu'un qui nous motive et du coup j'ai commencé mais depuis en adulte je n'ai publié que chez Albin Michel parce que ça se passe très bien avec Caroline, ça se passe très bien avec l'équipe, c'est vraiment une super équipe qui me soutient, qui m'accompagne et du coup j'ai pas de raison de changer d'éditeur et j'alterne en revanche entre un éditeur jeunesse et mon éditeur adulte. Voilà. Et donc pour le prochain, ce serait plutôt jeunesse ou adulte? Le prochain sera en jeunesse. Il sortira, j'espère, je pense, en janvier 2021. C'est le huis clos sur le voilier, celui-là? Oui, oui. D'accord. Mais c'est pareil, c'est comme Sans foi ni loi. Je pense qu'il est tout à fait. Les adultes peuvent tout à fait le lire et se régaler en le lisant. C'est des personnages un peu plus jeunes, ces personnages qui ont à peu près 17 ans, mais dans des problématiques qui peuvent tout à fait toucher les adultes, je pense. Voilà. Clarine?
Oui, c'est encore moi. J'ai encore une question qui est plus sur le côté éditorial cette fois-ci, pour le choix de la couverture. Parce qu'à la lecture, il m'a semblé que Vanda elle serait plus méditerranéenne, effectivement, avec des cheveux bouclés, etc. Donc, qu'est-ce qui a acté le choix de cette couverture où la femme est un peu différente de ce qu'est Vanda dans l'imaginaire, du moins, qu'on peut avoir quand on lit, au demeurant très belle, hein, la couverture. Mais effectivement, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une différence entre la Vanda qu'on imaginait et celle qu'on voit. Donc, pourquoi ce choix de couverture? Alors, je vais renvoyer la question à Caroline, parce que je pense que là-dessus, elle pourra bien répondre, mais quand même, je vais juste donner un petit… je pense quand même que la couverture, l'important, ce n'est pas forcément d'être collé au personnage, mais de renvoyer une impression, une émotion, ou quelque chose qui parle du roman, même si les personnages ne sont pas extrêmement… enfin voilà, sont pas collés à ma description, à moi dans le roman. Mais peut-être Caroline peut en dire un peu plus, parce que pour le coup, les couvertures, même si on en discute, c'est l'éditeur qui a le dernier mot. En fait, pour la couverture, il y avait moi, il y avait une chose dont j'étais sûre, c'est que je voulais qu'elle raconte. Ça aurait pu être plein de choses. Ça aurait pu être une femme devant la mer à Marseille. Ça aurait pu être beaucoup de choses. Et en fait, ce qui me semblait important, mais c'est comme des discussions qu'on avait eues avec Marion, c'était qui est cette mère et cet enfant. Arriver à trouver exactement ce qu'il y a dans le texte, c'est très difficile parce que même si on travaille avec beaucoup d'angles d'image, c'est pas évident. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que le lecteur, en fait, il connaît pas le livre. Il se fera son imaginaire, il se fera derrière. Mais au moment où il va en librairie, c'est l'émotion qui va se dégager de la couverture qui va faire qu'il va retourner ou pas le texte. Bon, au-delà du fait qu'il ait pu entendre parler par ailleurs, mais en tout cas, l'impulsion d'achat, c'est déjà retourner, regarder la quatrième. Et donc, on n'a pas besoin qu'elle colle de façon très proche. En revanche, quand on a eu un certain nombre d'images, que Marion a vues également, et quand il y a eu celle-ci, je dois reconnaître qu'assez rapidement, moi, quand j'ai eu ça, je me suis dit, en fait, c'est ça. Vanda et ce petit garçon, on l'a là. Elle n'est pas exactement comme ça, elle n'aura peut-être pas ce sac-là, voilà, elle aura peut-être pas… Mais on s'en fiche de ça. Néanmoins, l'attitude qu'elle a avec cet enfant et l'enfant qu'il y a sur son dos, c'est ce livre-là. Et je crois que Marion, les différentes images que tu as pu voir, il y en a eu quelques-unes, rapidement, on est tombé là-dessus, en fait. Oui, il y en avait une autre, par exemple, que je trouvais beaucoup plus belle, mais qui ne donnait pas du tout le même message. Il y avait un jeu d'ombre et de noir et blanc où on voyait le dos. C'était un dos nu, en fait, avec une main, je crois. Et en fait, on aurait dit presque un roman sur une femme fatale, donc ça n'avait rien à voir. En fait, il y avait la même chose. Enfin, il y avait quelque chose qui était assez fort, qui était la main d'un enfant qui était agrippée. Oui. En fait, elle tenait l'enfant et c'était ça qui nous avait beaucoup plu également. Mais la mise en scène de la femme qui était là, effectivement, on n'était pas du tout dans le registre on n'était pas dans ce registre-là. Donc, on faisait vraiment un pas de côté qui était trop important. On racontait pas du tout l'histoire de Vanda, il me semble. Enfin, en tout cas, pas de ce personnage-là. Oui, c'est là que ce qui nous a animé quand même beaucoup dans nos réflexions, c'était cet enfant. Et en fait, c'est vrai que sur cette image, il y a Vanda, mais il y a quand même aussi toute l'attitude du petit garçon. Et c'est lui qui regarde. Ça a quand même beaucoup alimenté notre réflexion. En fait, c'est l'enfant qui regarde devant et c'est vrai qu'on a plus l'impression que c'est lui qui porte sa mère que l'inverse parfois. Et que l'image est très très belle là-dessus. Elle est vraiment très forte quand même, effectivement. Oui, et elle a quelque chose où je ne l'imagine pas forcément comme ça. Je regarde en même temps. Vanda, je ne l'imagine pas forcément comme ça, mais en revanche, il y a dans l'attitude et le mouvement aussi, on dirait qu'ils fuient tous les deux. Ils sont dans un mouvement commun et enlacés. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui, dans l'intention, parlait quand même bien du roman. Voilà. Elle vous a plu à vous la couverture ? Oui. Je la trouve très très belle. Puis on sent la tendresse aussi de cette femme sur cette couverture, les yeux tombants. Oui. On sent qu'il y a quand même une émotion claire et nette sur la couverture. L'enfant qui pleure un petit peu, qui est un peu bougon. On sent qu'il y a une réelle chape de plomb, en tout cas, sur les deux, clairement. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? D'ailleurs, l'âge de l'enfant ne correspond pas à Noé non plus. Hein. Non, je pense qu'il est plus grand. Noé ? Non, Noé. Quel âge tu dirais là ? Ah non, je pense que Noé est plus grand que l'enfant. Ah, moi, moi aussi l'inverse. Pour moi, il n'a pas plus de 4 ans, là. Hein. Ah, tu crois ? Ah ouais ?
Ah Il a ouais, des moi j'aurais longues dit, jambes, hein. ouais, moi j'aurais dit 6, tu vois, franchement, pour l'âge, ça m'a pas choqué. C'est vrai qu'on est plus interpellé par Vanda que Ouais, par c'est marrant, l'enfant, ouais. surtout pour les cheveux. Oui, tout à fait. Si quelqu'un veut réagir, il n'y a pas de mains qui se sont encore levées, mais non, c'est bon. Est-ce que tout le monde est rassasié? Bon, alors, Jean-Marc a une question. La 54e. Ouais, je vais prendre la dernière question par rapport à la suite et notamment est-ce qu'il y a des traductions des livres qui sont déjà faites ou en cours ou prévues ou des adaptations. Je suis toujours frappé, moi, on a beaucoup parlé des fins. Moi, je suis toujours frappé par l'entrée de vos livres qui sont cash. Je veux dire, il n'y a pas de blabla, on y est directement. C'est très, très visuel, on est tout de suite plongé dans le cœur de l'intrigue. Donc, est-ce que ça a inspiré certains et est-ce que les livres vont voyager dans d'autres pays avec les traductions? Alors, oui, pour certains. L'été circulaire est traduit en anglais. Et oh bah, attendez, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la belle couverture en anglais. Les anglo-saxons ont en principe de très belles couvertures, mais Ouais. Ouais, rien à voir avec nous. Vous la voyez? Ah, ça n'a rien à voir. Vous la voyez ou pas? on la voit. Voilà. Ouais, totalement différent. Ouais, mais Mais il y a un truc. ouais, et puis bon, en plus, je suis extrêmement fière parce que moi, la traduction, c'est quelque chose que je trouve exceptionnel, de se dire qu'on va être lu dans un autre pays et puis que, enfin, traduit dans une autre langue, je trouve ça vraiment magique. En anglais, c'est assez rare en plus. En langue Ouais, en anglaise, anglais, c'est assez ouais. rare pour des auteurs Ouais. français. Et il l'est aussi en espagnol, mais il n'est pas encore sorti. Je crois que il devait sortir en juin, mais je pense qu'avec le corona, ce sera peut-être plutôt septembre. Je ne sais pas exactement. Je pense aussi. Ouais, Du coup, voilà. je me permets, puisque vous êtes sur la traduction, est-ce que, il a été traduit tel quel, donc ça se passe aussi dans un petit village de la France, ou est-ce que ça a été… Ah non, non, c'est pas adapté. Le roman social, non, voilà, mais donc la version roman social français est susceptible de toucher autant les lecteurs anglais. J'espère. Je pense que nous, on peut être touchés aussi par, quand on lit par exemple un bouquin sur les rednecks américains, nous, on les a pas, mais c'est des univers qu'on connaît pas, mais ça peut nous intéresser de le lire quand ça se passe aux États-Unis. Enfin bon, je donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Donc là, je pense que ça peut, j'espère que ça peut intéresser aussi un public étranger. Et puis peut-être qu'il peut y avoir des corrélations aussi avec certaines situations sociales dans des coins d'Angleterre. Et pour continuer, donc celui-là va être aussi traduit en espagnol et c'est Sans foi ni loi aussi qui va être traduit en espagnol. Et L'été circulaire va aussi normalement être adapté au cinéma, mais on est en attente. Enfin, les droits ont été réservés et c'est en cours, on va dire. Voilà. Et j'ai une dernière question peut-être. C'est vos inspirations littéraires. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous êtes fan absolu de polar et vous ne lisez que ça? Ou est-ce que vous lisez un peu de tout? Alors en ce moment, rien, je galère parce que je n'arrive pas du tout à lire. Mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir traversé cette difficulté pendant le confinement. Donc j'ai eu beaucoup de mal à lire. Non, alors moi, mes inspirations, elles ne sont pas essentiellement polar. J'ai même découvert plutôt tard le polar. Roman noir, en revanche, oui, beaucoup. Si vous deviez citer deux auteurs phares que vous appréciez particulièrement? Alors, ouais, alors je dirais Maupassant, dont je suis fan absolu, et John Fante. D'accord. Ouais. Voilà. Allez, Jean-Marc est ravi. Mais là, que deux, c'est un peu court. Je pourrais y ajouter plein, mais en fait, ouais, Joyce Carol Oates, que j'aime beaucoup.
Après, il y a les grands classiques que j'ai adorés, comme les Jack London. Voilà. Mais ouais, je dirais qu'en termes de ce qui peut peut-être se rapprocher le plus de mes inspirations réelles, c'est-à-dire non pas juste de ce que j'aime lire, mais de ce dont je peux peut-être me nourrir aussi dans mon rapport à l'écriture, je dirais que ce serait Maupassant, Fanté, et Maupassant sans prétention aucune, hein, mais ni Fanté, mais disons que son traitement justement des situations sociales, je pense à tous ces petits récits très réalistes où il parle de la France en galère et où en fait il n'amène jamais un discours, juste il raconte un événement, une injustice, une situation terrible, mais avec son air de pas y toucher, il fait mieux que 1000 discours. Ouais, et puis je disais John Fanté pour la tendresse, pour la façon dont il traite des relations humaines avec une tendresse folle et sans affaîtrie. Il est à la fois dans la crudité, dans le social et dans une humanité incroyable. Ce sont des très bons choix, apparemment. En plus, soit. Si quelqu'un a une autre question, sinon on va se quitter merveilleusement bien. C'est bon pour tout le monde? En tout cas, c'était plein de questions différentes qu'on nourrit le débat. C'est très chouette. C'est grâce à vous, Marion. Hein. Alors, est-ce que Caroline est là ou pas? Oui, elle est là. J'arrivais pas à me reconnecter. Ok, super. Je t'ai plus, moi. Je l'ai plus dans les petits carrés. Elle a disparu. Alors déjà, vous remercier toutes les deux parce que c'est vraiment très appréciable d'avoir une telle auteure avec nous et une éditrice aussi qui est là pour parler de son travail, même si elle est très modeste. Donc, merci infiniment à toutes les deux et à Claire Lajonchère qui nous a mis en relation, sans qui rien n'aurait pu forcément être possible. Donc, merci à toutes les trois infiniment et surtout à tout le monde pour toutes ces questions et ces échanges passionnants. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup soirée à à vous. tous. Merci. Encore. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.